Merci d'être avec nous. Retour à l'actualité en Israël et nous retrouvons bien sûr notre invité chroniqueur Denis Cherbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Toujours un plaisir de vous retrouver pour votre analyse, pour vos analyses de la situation en Israël. On va bien sûr parler de tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire, la menace terroriste. Mais d'abord, un mot des tractations politiques quand même qui se poursuivent dans le pays. Benjamin Netanyahou qui tente toujours de former un gouvernement. Et justement, il y a plutôt du positif ce matin, entre guillemets, selon nos dernières informations. Après 5 jours de rupture totale, le courant passerait à nouveau entre le Likoud et le parti du sionisme religieux. Alors, qu'en est-il exactement ? Alors effectivement, je pense que c'est la tactique de Benjamin Netanyahou qui cette fois-ci a payé. Il a compris qu'il ne parviendrait pas, il a renoncé à l'idée de former un gouvernement comme ça très vite au nom de l'unité, au nom des besoins du pays. Il a compris que voilà, une négociation ça prend son temps et il l'a fait, je dirais, selon ce qu'on appelle la tactique du salami ou salami kasher en tout cas, puisqu'il a déjà annoncé un premier accord vendredi dernier avec le parti de la formation de Itamar Ben-Gvir, Force juive. Il a annoncé, ce matin, on annonce effectivement la formation, la signature d'un accord avec une autre petite formation d'extrême droite intitulée Noam. Et puis, on prétend qu'avec le Yadut Torah, le judaïsme de la Torah, l'accord est aussi imminent. Le chasse également, mais le chasse c'est simplement justement c'est lié avec la négociation avec le parti de Bezalel Smotrich. En fait, la tactique de Benjamin Netanyahou, c'est de pouvoir annoncer publiquement qu'il a déjà des accords avec tous les partis, sauf celui de Bezalel Smotrich, pour, je dirais, voilà, faire peser sur lui la responsabilité du délai que prend la formation de ce gouvernement. C'est la meilleure tactique, effectivement, parce qu'il y a quand même une attente compte tenu, et on va en parler, des dossiers lourds, sécuritaires. Il y a une attente que voilà, le gouvernement soit remplacé, celui que nous avons est en exercice, et on voit bien que, compte tenu de la défaite, eh bien, on gère les affaires, mais on ne prend pas de décision plus importante que cela. Et donc, et voilà que dans ce contexte-là, comme vous venez de le dire, on annonce que Bezalel Smotrich et Netanyahou s'entendent un peu mieux, même si il est fort plausible de penser que durant les années que ce gouvernement durera, les tensions entre Smotrich et Netanyahou ne seront pas minces, parce que ce sont deux fortes têtes, ce sont deux leaders, l'un expérimenté, l'autre jeune, mais qui a tout le temps devant lui en quelque sorte. Donc ce sera en tout cas étudié. Alors vous parlez de la situation politique, passons à présent à la menace terroriste. C'est vrai, situation explosive en Israël après un double attentat mercredi dernier à Jérusalem, attentat à la bombe, attentat qui serait coordonné selon les experts en terrorisme, attentat qui ont causé la mort de 2 Israéliens, dont un adolescent de 16 ans. Depuis, aucun groupe pour l'instant n'a revendiqué ces attaques et les services de sécurité sont toujours à la recherche des auteurs, des terroristes. Qu'est-ce que vous inspire cette situation aujourd'hui, Denis, et à quoi peut-on s'attendre désormais ? Alors c'est vrai que c'est la première fois depuis très longtemps qu'à Jérusalem on a un attentat coordonné de cet ordre-là. Donc il y a incontestablement une défaillance, en tout cas au niveau des, puisqu'aucune information n'avait filtré. On n'a toujours pas d'ailleurs mis la main sur les auteurs, donc c'est vrai que ça place les services de sécurité dans une situation complexe. L'attention a quand même été également tournée, il faut le dire, depuis vendredi, après donc l'attentat, sur ce qui se passe dans les territoires, puisqu'on on a assisté à je dirais presque une confrontation entre le chef d'état-major d'un côté et le conseil des implantations de la Judée-Samarie autour de ce jeune militant favorable à la cause palestinienne, gauchiste comme on les affuble de ce nom en Israël aujourd'hui, et qui a été frappé violemment par des soldats israéliens, lequel soldat purge maintenant une peine de 28 jours, vraisemblablement, à la suite de cette altercation qui a été montrée et visible. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques mois, et on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais ça fait déjà quelques mois que, et je dirais à plus forte raison depuis le résultat des élections, que une partie, en tout cas de la population, se sent un petit peu voler des ailes pour dire un petit peu voilà ce que doit être
la nouvelle tournure des choses. Et c'est vrai que on a appris, et c'est là où les deux aspects sont liés, on a appris que non seulement Itamar Ben-Gvir réclamait, enfin demandait, rebaptisait le nom du ministère de sécurité intérieure en sécurité nationale, il a surtout demandé à ce que des unités des gardes-frontières, ce qu'on appelle en hébreu le Mishmar HaGvul, soient placées sous sa direction. Et là, je dois dire que on est aujourd'hui dans une situation, et c'est ça dont je voudrais surtout parler aujourd'hui, où en est l'opinion publique aujourd'hui, près d'un mois après un peu moins d'un mois après les élections. Bien, vous avez d'un côté une partie de la population qui attend effectivement que ça change, en tenant compte effectivement des nouveaux mots d'ordre de ses partisans de Ben-Gvir, de Smotrich, voire même du Likoud. Je dirais de l'autre côté, en quelque sorte, le sentiment que c'est un petit peu des éléphants dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire que c'est bien facile d'avoir des slogans, c'est bien facile d'avoir des promesses électorales, mais sur le terrain, tout peut éclater à tout moment. Et le fait de déplacer une unité des gardes-frontières sous l'autorité d'un ministre de la Sécurité intérieure, ça veut dire qu'on va avoir, et je ne parle pas de, je veux dire des conséquences que ça pourrait avoir sur le terrain, mais ça veut dire qu'on va avoir des conflits entre l'autorité militaire et l'autorité de la police. Et ça, c'est quelque chose à éviter. Il y a toujours une sorte de modus vivendi. Au contraire, c'était les unités de la police qui étaient sous direction militaire. Et là, il va y avoir une confusion qui risque d'être fatale. Et puis, il y a aussi le projet, alors cette fois-ci, c'est du côté de Bezalel Smotrich, et je pense que c'est là-dessus, précisément, que les négociations achoppent actuellement. C'est la demande que l'autorité civile qui a été établie en Judée et en Samarie, eh bien, désormais, passe sous le contrôle du gouvernement, en l'occurrence du ministère des Finances, puisque Smotrich devrait obtenir le ministère des Finances. Et là aussi, c'est très problématique, et je vais vous dire pourquoi, et on en a parlé il y a 15 jours, me semble-t-il, parce que il y a cette accusation que le tribunal de La Haye va devoir juger, à savoir que l'occupation n'en est plus une, qu'elle devient définitive et que finalement il y a là une violation du droit international, puisque quand bien même Israël, depuis 1967, a refusé de considérer la Cisjordanie comme un territoire occupé, mais elle a d'elle-même accepté de se soumettre aux conventions de Genève. Et les conventions de Genève disent très clairement que dans un territoire occupé, l'autorité est militaire, qu'après elle délègue à des autorités civiles, c'est ce qui se passe depuis les années 80, très bien. Mais là, décider qu'il n'y aura plus ce chapeau militaire qui coiffe cette administration civile pour être désormais complètement sous la direction du ministère, en l'occurrence ici des Finances, je dirais que cela ne va faire qu'encourager les juges du tribunal de la Cour de La Haye, la Cour de justice de La Haye, de décréter qu'effectivement Israël ne joue plus la règle du jeu d'un territoire que certes elle ne considère pas comme occupé, mais vis-à-vis desquels elle accepte que les conventions de Genève règlent le statut, vers quelque chose qui est le plus proche d'une annexion, même si ce ne serait pas encore une annexion. Et je dirais donc qu'il y a comme ça des signes qui inquiètent une autre partie de la population. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu? Est-ce qu'on n'est pas en train au nom d'une nouvelle politique qu'on veut qu'on veut mettre en place, on n'est pas en train de placer ce qui va avoir des conséquences sur le terrain, entre les habitants des colonies qui se sentent encore une fois pousser des ailes parce qu'ils ont le sentiment que le gouvernement est cette fois-ci presque juré sous leur botte, mais également à l'extérieur parce que diplomatiquement tout cela aura forcément des répercussions. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions, Denis Charbit. C'est votre analyse ce matin sur Radio J. On peut vous retrouver bien sûr tous les lundis sur cette antenne, également en podcast sur notre site internet radioj.fr. À la semaine prochaine, Denis.